Loyauté familiale. Bienvenue à toutes et à tous. Ah, je reconnais certains visages. Et Bonjour. moi aussi. Alors, on va Peut-être. tranquillement laisser les gens rentrer. Pendant ce temps, on va vous donner un petit peu le cadre de notre rendez-vous de l'heure qui suit. On va parler avec Hélène de ce sujet qui nous anime des loyautés familiales. Hélène est thérapeute en transgénérationnel, donc elle va pouvoir vous parler de ce thème riche et précieux. Et ensuite, on va faire ça pendant à peu près une demi-heure. Et la demi-heure qui suit, vous allez pouvoir poser des questions à Hélène ou apporter des témoignages si vous sentez que vous pouvez partager quelque chose pour les gens qui sont là. Alors, c'est enregistré et ensuite, ça va être en replay sur YouTube. Donc, on vous propose, vous n'apparaîtrez pas, on ne vous verra pas sur le replay. Si vous posez une question, on vous entendra. Donc, prenez soin de donner votre prénom et de tenir compte de ça par rapport à la confidentialité dont vous avez besoin quand vous posez votre question. Voilà, tout simplement. Alors, bonjour à tout le monde. Je vois que les gens sont encore en train d'arriver. Nous, on va commencer tranquillement sur ce sujet. Hélène va nous lancer sur ça, sur la loyauté au sein de la famille. Alors, Hélène, avant qu'on se connecte un petit peu avec tout le monde, tu m'expliquais que on était tous touchés par ce sujet-là de loyauté familiale, de ce qu'on pouvait vivre dans nos vies. Il y avait quand même toujours ce sujet-là en fond. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, oui. Par cette loyauté, ces loyautés familiales, on se sent faire partie du clan. On se sent être la bonne fille ou le bon garçon du clan, des parents. On va faire en sorte de toujours accepter, adhérer à ce qui nous est proposé de nos lignées, comme si c'était la bonne solution pour nous. Voilà, hein, donc on est tous plus ou moins piégés dans certaines loyautés. Alors, pas forcément de la même façon dans une fratrie. Voilà, chacun a une sorte de mission par rapport au clan. Hmm. Est-ce qu'on en a tous conscience? Est-ce que des gens viennent te voir, par exemple, en consultation et ils peuvent se dire, ils peuvent identifier des choses dans leur vie qui dysfonctionnent selon eux, en tout cas, et où effectivement on peut le raccrocher à une loyauté qui s'accroche comme ça à la personne et à ses expériences de vie. Oui, la loyauté, les loyautés, elles vont nous empêcher de nous réaliser. Elles vont créer des freins, des blocages. Il va y avoir peut-être. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai enlevé le son d'Hélène, je ne voulais pas. Je voulais désactiver tous les sons. Hop, voilà. Hélène, il faut réactiver le son, Ah oui, excusez-moi. Voilà. voilà, bon, voilà. En fait, les loyautés, elles nous poussent dans nos retranchements. Elles vont nous freiner, nous bloquer. Parce qu'en fait, à travers les loyautés, on vient réaliser ce que les ancêtres veulent ou auraient voulu faire ou auraient voulu s'émanciper, etc. Voilà. Et donc, ces loyautés, elles vont nous convenir pas du tout, un petit peu pendant une petite période de vie, et puis, quelquefois, eh bien, on va se laisser entraîner dans ces loyautés en acceptant ce qui nous est demandé. Voilà. Donc, en fait, comment les personnes viennent me voir parce qu'elles disent, ah ben moi, je rêverais, je sais pas moi, de me mettre à mon compte, mais chaque fois, il y a des problématiques en travers de mon chemin. Je voudrais voyager et chaque fois, soit mon passeport est périmé, soit le train ne démarre pas. Bref, il y a toujours des blocages. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a peut-être des loyautés qui se mettent en travers du chemin. Hmm. Alors, comment elles se mettent en place, ces loyautés? À quel moment de la vie? Est-ce que c'est toujours par rapport aux parents ou est-ce que ça peut être par rapport à d'autres membres? Tu vois, comment ça s'installe Oui. en fait? Alors, ça fait vraiment, les loyautés familiales, ça fait vraiment partie des transmissions inconscientes du clan. Donc, on peut être en loyauté avec un grand-père, un grand-oncle, des parents, hein, père, mère. On va être en loyauté peut-être avec certaines personnes qui ont vécu beaucoup de frustration, d'empêchement dans leur vie.
Et puis nous, on va arriver à un moment donné du clan où on va être la bonne personne pour essayer de réparer, de solutionner. Voilà. Donc ces loyautés, elles peuvent nous pousser à bien agir dans le sens du clan, hein, en respectant un petit peu les injonctions, mais elles vont aussi nous faire dire dans notre vie quotidienne, on peut les détecter un petit peu comme ça, ah ben c'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire autrement. J'ai toujours fait comme ça et puis je vois que ça bloque. Je ne peux pas m'empêcher. Il y en a, par exemple, qui vont être en loyauté avec des émotions, qui vont être régulièrement agressifs, en colère, etc. Est-ce que ça ne serait pas la colère d'ancêtres qui n'ont jamais pu exprimer? La colère, dans certains clans, c'est interdit. Pour les femmes, c'est interdit. Dans l'inconscient collectif, on n'a pas trop le droit de se mettre en colère. Donc, on peut avoir des événements bloquants dans le clan, hein, et auquel cas on doit les solutionner, mais aussi beaucoup mettre en scène des émotions, quelquefois, qui nous dépassent complètement. Et c'est dans les excès où on peut dire qu'on est vraiment connecté à des loyautés. Donc, c'est quelque chose qu'on peut potentiellement ne pas comprendre, une espèce de débordement comme ça ou de fonctionnement. Alors, ça peut être aussi un fonctionnement qui se répète et tu sais, quand on dit ça m'échappe complètement, mais c'est la quatrième fois que ça arrive dans ma vie. C'est ça. Euh, Tu vois, le Parce qu'en cliché fait, on a, du karma, on va dire. oui, oui, c'est ça. Mais si tu veux, en fait, on va répéter parce qu'une première fois, on se dit, bon, ben, j'ai pas bien fait. On se remet toujours en question. On n'est pas bienveillant avec nous, hein, jamais. Mm. On va se torturer. On va exiger de nous. On est très exigeant avec nous-mêmes. Et puis, deuxième fois, on se dit, bon, tiens, là, c'est quoi ça? Et puis, voilà. Et au bout d'un certain nombre de répétitions, là, il faut vraiment s'interroger sur le transgénérationnel. Mm. Voilà, hein. Et alors, ça se manifeste dans quel domaine de la vie, dans quelle sphère de vie? Est-ce que c'est Oui. Alors, professionnel, c'est personnel? vraiment dans toutes les sphères de vie, hein. Par exemple, sur le plan professionnel, une dame me disait dernièrement qu'elle a retrouvé un carnet militaire. Donc, cette dame, elle a déjà 65 ans, hein, et elle retrouve le carnet militaire de son arrière-grand-père. Et en fait, il est noté noir sur blanc, et ça l'a énormément choquée, ne sait pas lire ni écrire, ne sait rien. Voilà. Donc, en fait, elle me dit, mais comment je répare ça? Et je connaissais son parcours professionnel. Elle a été prof de français, très exigeante, très pointilleuse sur toutes les belles lettres, bien écrire, bien parler, décortiquer tous les livres, etc. Donc, elle a appris à ses élèves à bien parler la langue française. Et puis maintenant, elle est bénévole, justement, elle apprend aux personnes immigrées à parler français, elle est très, très attachée à faire passer, à aider pour faire passer des diplômes à des élèves, voilà, à toujours accéder à plus, à pousser dans, voilà. Ben là, c'est une très, très belle réparation de Mm. cette injustice et de cette honte aussi. Mais elle Alors, l'a dans les... fait sans en Vas-y, avoir conscience au début. elle l'a fait sans en avoir conscience au début. D'accord. Donc, il y a une C'était réparation qui peut se ouais, faire. c'était pour elle un besoin toute petite de bien parler. Mm. Voilà. Hein, Ouais. donc, voilà, ça c'est important. On peut être porté, on ne sait pas pourquoi dans la fratrie, on va être un peu peut-être bizarre, Mm. mais on a une force qui nous pousse vraiment. Alors, justement, Séverine demande dans le chat, elle parle de supposition, c'est-à-dire on peut supposer qu'on est rattaché à un conflit de loyauté dans la famille, et elle demande comment on peut le prouver, en fait. Comment on peut faire Oui, le lien avec certitude de cette histoire-là. oui. Alors, c'est vrai que dans le transgénérationnel, on fait beaucoup d'histoires, de géographie. On se remet toujours dans le contexte de nos grands-parents, de ce qu'ils ont vécu, de nos arrière-grands-parents, etc. Même sans les avoir connus, on peut se faire une idée du statut social, du clan, des métiers. Et donc, chaque métier va amener une certaine façon de vivre.
dans le contexte régional, des habitudes, de ce qui se fait à l'époque, etc. Donc, on se remet toujours dans le contexte et ce que l'on peut supposer peut s'avérer vrai. Parce qu'en fait, il peut y avoir aussi des réactions corporelles. On lance une idée que la grand-mère ou l'arrière-grand-mère a vécu telle chose, et puis en fait, on frissonne, on est ému, on peut avoir des pleurs, des larmes d'émotion, voilà, ou de la peur, ou de la panique, ou de la colère. Et ça, voilà. Hein. Peut-être que le corps, en réagissant, il dit que c'est juste. Voilà. Alors, on ne sait pas si c'est la vérité totale, mais est-ce qu'on nous raconte réellement la vraie vérité et la vraie histoire? Peut-être pas, parce que ça passe en plein de filtres. Et est-ce que peut-être ça mérite aussi d'aller interroger les ascendants, les ancêtres, pour avoir leur vision, leur réalité du monde par rapport à ce sujet-là? Ouais. Si on Alors, parle... c'est vrai que c'est l'idéal. Oui. C'est l'idéal. Mais est-ce qu'on ose toujours les interroger et est-ce qu'eux vont se laisser aller à bien répondre? Voilà. Hein, il peut y avoir des peurs d'être jugés aussi quand on les interroge. Souvent, ça peut être ça. La peur d'être jugé, d'avoir mal fait, alors que chacun fait comme il peut, vraiment. Et puis, comme nous, on fait du mieux possible pour nos enfants et petits-enfants, hein, vraiment. Mais voilà, on peut trouver des pistes, c'est vrai, à explorer. Surtout sur les envies de nos grands-mères, de nos grands-parents. Qu'est-ce qu'elles auraient voulu? Peut-être qu'on a une grand-mère qui ne voulait pas d'enfants, qui ne voulait pas se marier à une époque où justement il fallait à tout prix. En loyauté familiale, on peut trouver des célibataires endurcis. Des filles ou des femmes qui vont voyager, qui vont faire l'impasse justement sur une vie familiale très équilibrée et très sédentaire pour être en loyauté et faire un peu réaliser le rêve de l'ancêtre. Alors, on a justement une demande par rapport aux constellations familiales. Est-ce que tu peux nous indiquer si c'est une possibilité, si c'est quelque chose qui peut nous aider? Tout à fait. Oui, oui, oui. Ça peut répondre. Alors, c'est une autre façon de travailler le transgénérationnel, mais ça peut répondre en mettant en scène les personnes aux questions qu'on peut se poser. Qui est en lien et qui me charge moi? Voilà. Donc, on peut le ressentir très, très bien lors des constellations. Oui. D'accord. C'est un des outils qui est efficace. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple dans la sphère professionnelle, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qu'on pourrait identifier? Oui. Alors, par exemple, la loyauté peut entraîner des clans de médecins de génération en génération, de sapeurs-pompiers de génération en génération. Voilà, ça, c'est typique de la loyauté. Ça peut être... j'avais rencontré une famille de musiciens. Le grand-père avait commencé dans un tout petit orchestre de village. Le fils était donc dans un orchestre d'une ville beaucoup plus importante. Le petit-fils dans un orchestre soliste d'une ville importante de France. Et puis, il avait 2 enfants et donc qui, justement, étaient piégés dans une loyauté où il fallait à tout prix qu'ils fassent musicien aussi. Voilà. Hein? Donc, voilà, ça peut être ça. Oui, j'ai vu passer, ça fait penser aux fidélités. Oui, c'est aussi un petit peu le terme qu'on peut utiliser. Alors, quand on est en loyauté, il y a peut-être quelque chose qui vient nous titiller plus profondément intérieurement que les fidélités. Parce qu'on peut être fidèle à un clan sans pour autant accepter les injonctions. Voilà. Et tandis qu'en loyauté, je trouve que derrière ce mot, il y a peut-être un peu plus le filet qui se resserre sur nous et qui peut nous emprisonner. Voilà. Hein, c'est juste peut-être un petit distinguo que je fais, mais qui est personnel.
Alors, ça peut nous amener, nous empêcher de nous réaliser, mais ça peut aussi nous amener vers de l'autopunition, de l'auto-sabotage. Vraiment. On peut s'interdire, mais complètement inconsciemment, de vivre certaines choses. Voilà. Par exemple, vous voyez, si votre mère est malheureuse dans son couple, comment vous pouvez montrer que vous êtes pleinement épanoui dans votre couple? Ça peut être douloureux pour elle de voir ça, et ça peut être douloureux, vous, en tant que fille, qu'elle n'ait pas vécu ça. Et il peut y avoir des autosabotages de couple. Par exemple, au bout d'un temps de vie commune, on va dire, oh ben non, tout compte fait, il ou elle ne me convient pas, non, mais je me suis trompée, etc. Et là, je reste la bonne fille loyale à la maman qui, elle, est en difficulté dans son couple. Voilà, hein. Donc, voilà, c'est très pervers, hein. On peut s'autodétruire. Alors, un autre exemple qui m'a été donné d'accompagner, c'est une dame qui dit, mais comment je peux rester svelte quand mon père est mort pratiquement d'obésité, que ma mère a toujours été obèse et que ma sœur l'est? Voilà. Hein, et là, ça va être très compliqué pour elle d'oser s'affirmer, elle, dans son corps, et puis de ne pas faire de peine. Voilà, la loyauté, c'est ça aussi. Hein, c'est être dans la peur de faire du mal, la peur de trop… Alors après, la peur aussi de ne pas être aimé, parce que si on est trop différent et qu'on se réalise, alors qu'il y en a plein qui ne se sont pas réalisés, ben, peut-être qu'on peut avoir la peur d'être éjecté du clan. Hein, donc, on peut s'auto-saboter très facilement, en fait, hein, tous les jours. Alors qu'en fait, on n'a aucune certitude sur la manière dont ça pourrait être reçu. Il est possible qu'on puisse être déloyal, mais pour autant, peut-être que la famille peut être très heureuse de ce distinguo qui se fait, de ce chemin qui se trace. Exactement. Bien souvent, c'est des idées que l'on peut se faire, et de peur, on va justement voilà, s'interdire certaines choses. Alors, Cindy parle des protocoles que propose Natacha Calestrémé dans son dernier bouquin, j'imagine, qui a fait un tabac, là, qui propose des protocoles pour se détacher de ces loyautés de manière énergétique, on va dire. Est-ce que justement, toi, tu peux nous parler de comment se libérer de cet enjeu-là, en fait? Tu vois, quand on l'a identifié, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc déjà, il faut en prendre conscience. Il faut être… déjà, c'est pas évident parce que en fait, on peut parler avec notre mental et notre tête qui fonctionne toujours très bien, très facilement de l'histoire. Oui, oui, ben voilà, je répète, mon grand-père, machin, ok. Mais le tout, faut intégrer le fait que chez moi, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Donc déjà, c'est un pas de côté par rapport à l'ornière familiale. Faut oser. Et puis ensuite, il faut aller visiter ces émotions-là. Qu'est-ce que ça m'amène quand je suis comme le grand-père et que ça ne me convient pas? Est-ce que ça m'amène de la frustration, de la colère, de la tension dans mon corps? Voilà. Et c'est toutes ces émotions-là qu'on va visiter pour dénouer. Voilà, s'éloigner. Voilà. Donc, on reste fidèle au clan. Le grand-père est comme ça, la grand-mère, les parents, etc. OK, j'accepte. Mais moi, je vais faire le pas de côté pour vivre ma vie tout en étant la bonne fille. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, on peut avoir certains petits protocoles. Il y a beaucoup dans le transgénérationnel. Ce travail-là demande aussi de l'énergétique aussi. Hein, c'est très subtil. C'est des liens. Il y en a qui disent c'est magique, je me sens libérée. Oui, mais il n'y a rien de magique là-dedans. Parce qu'en fait, le sang, tous les talents des uns et des autres circulent dans nos veines. Nos cellules résonnent avec nos ancêtres et qui remontent à des décennies, des générations beaucoup plus haut que les arrière-grands-parents d'ailleurs. On porte tout en nous. Il y a, tout à l'heure, quelqu'un parlait de constellation familiale aussi. Ça peut être un exercice intéressant aussi pour peut-être se détacher de cette idée-là. Quand on l'a conscientisée, on peut peut-être utiliser cette pratique-là. Ton accompagnement à toi aussi. Oui, l'hypnose aussi, bien sûr. L'hypnose, les voyages dans l'inconscient
peuvent justement en parallèle beaucoup faciliter en fait. Euh, on peut voir émerger d'autres idées, d'autres pistes de réflexion à explorer. Voilà, hein, ça c'est intéressant aussi. Et ça peut être intéressant aussi de sortir de la dualité. C'est-à-dire que, tu me dis si je me trompe, mais donc, je vois bien le chemin de loyauté, je souhaite m'en détacher, mais de faire attention de ne pas être en réaction parce que là, on est encore en résonance avec la loyauté et Tout d'aller à fait. chercher ce chemin qui est vraiment très personnel et où en fait, ça n'est plus un sujet, la loyauté, ou on parle de déloyauté, comment on dit? Manque de loyauté? Je ne sais pas comment on peut Oui, le... alors il y en a qui vont jusqu'à dire trahison. J'ai Oui. l'impression de trahir le clan, mes parents, etc. Imaginez un clan où la réussite, c'est la réussite sociale, financière, etc. Et que l'un des rejetons de ce clan décide d'être bohème, de travailler peut-être en intérim, s'arrêter quand il a envie. Il n'est pas du tout dans les clous. Voilà. Ouais. Donc, lui, il va se respecter. Donc, il ne se trahit pas. Il reste en loyauté avec ce qu'il est, ce qu'il vibre. Mhm. Et le clan peut avoir l'impression qu'il est atypique et puis que voilà, il trahit les valeurs enseignées éducatives. Mhm. Donc voilà, le mot là, ça peut être aussi l'abandon. Il y en a beaucoup qui disent j'abandonne le clan, j'abandonne parce que j'ai envie de vivre pour moi. Ouais. Donc c'est des mots forts, hein, rejet, exclusion. Donc c'est pour ça que ça fait peur et qu'on peut rester en loyauté sur plein de secteurs de vie. Mhm. Alors, on va bientôt attaquer le temps des questions-réponses. Je vais me permettre de poser encore une question à Hélène. Et puis, si vous voulez vous exprimer, vous levez la main. Alors, pour lever la main, vous avez, que je ne me trompe pas, pour moi, c'est en bas sur mon ordinateur. Il y a un petit bonhomme avec écrit réaction et un plus. Et vous levez Oui. la main et à ce moment-là, on le fera dans l'ordre d'apparition si on ne se trompe pas. Et vous pouvez partager. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie de s'exprimer verbalement ou de se montrer, vous pouvez écrire et je poserai la question si on a du temps après les personnes qui veulent s'exprimer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, Hélène? Quand on sait ça, parce que c'est un vrai sujet, j'y pensais évidemment. Comment je fais, alors que j'ai cette conscience-là de cette histoire de loyauté, pour faire en sorte de ne pas impacter mon ou mes enfants de ce principe-là? Hmm. Alors, il y en a qui viennent en consultation et pour travailler pour leurs enfants, carrément, hein. C'est vraiment, c'est pour ma fille, c'est pour mon fils. En Mm, fait, on travaille pour soi et ça bénéficie aux descendants. Voilà. Chaque fois qu'on va nettoyer devant notre porte, il y a quelque chose qu'on enlève du travail qu'ils auront à faire, les uns et les autres. Mais on ne pourra pas tout enlever pour mm, eux. mm, Ils ont leur propre expérience, ils se sont incarnés d'ailleurs pour ça, donc ils ont leur propre expérience à vivre. Et puis, il ne faut pas oublier que souvent, nous, on réagit en tant que maman, par exemple, et qu'on pense qu'on est à l'origine de tous leurs maux, mais il y a la branche paternelle aussi, il ne faut pas les oublier, les hommes. Donc, en fait, les papas transmettent énormément. Toutes les lignées paternelles, elles sont indispensables. Et donc, nos enfants auront à faire le travail de la maman et de leur papa, de mm, toutes leurs lignées. Voilà. Donc, en fait, il y a une partie qu'on peut nettoyer pour eux, notre histoire à nous, mais la partie du papa, ça sera à eux de se prendre en charge aussi, et au papa éventuellement s'ils le souhaitent. mm. Voilà. Alors, on a Catherine qui veut nous poser une question. Il faut que tu mettes le son, Catherine, et on t'écoute. C'est Dominique. Oui, alors Ah, bonjour. Du coup, ce ne sera pas Catherine la question, c'est Dominique qui eh pose bien la alors, ce question. sera C'est pas grave. Dominique. Bonjour, Dominique. Merci, bonjour. Ma question, c'est comment je peux savoir quelles sont les loyautés éventuellement du côté de ma mère dans cette branche-là où je ne peux pas remonter parce que ma mère a été abandonnée quand elle était enfant par sa propre mère et peut-être adoptée par un autre homme que son père. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est son vrai père, l'homme qui lui a donné, qui l'a reconnu en fait.
Voilà. Et du coup, il y a déjà la loyauté à ma mère, est-ce qu'elle est de vivre en étant placée dans des fermes et maltraitée, tout ça, il y a son parcours. Mais il y a aussi quelque chose en amont que je ne connais pas. Et du coup, comment je peux travailler là-dessus Oui. n'ayant pas l'information? Oui, oui, c'est plus compliqué là parce que ouais, il y a des origines là qui sont masquées. Peut-être ce que tu peux te rendre compte, c'est là où il y a des blocages dans la vie, des freins, peut-être que ça vient de l'histoire de ta mère avec les familles qui l'ont accueillie, ou alors vraiment sa famille biologique. Voilà. Alors après, peut-être si tu avais des informations sur peut-être le lieu de naissance, l'environnement, la région, voilà, il y a chaque région, hein, vraiment, il y a des légendes, il y a des histoires qui circulent. Les guerres n'ont pas été vécues de la même façon, etc. On vit pas de la même façon en Alsace que dans le sud, par exemple. Donc tout ça, c'est super important. Les questions d'histoire et de géographie sont hyper économiques, voilà, hein, financières. Quels sont les métiers, etc. qui sont dans le coin, comment on vit. Et là, ça peut donner quelques petites idées. Parce que quelquefois, on peut avoir un hobby qui nous vient comme ça, voilà, par hasard, mais qui est en lien avec un grand-père ou un ascendant qu'on ne connaissait pas. Et donc, voilà, hein, ça c'est toujours très intéressant. Nos envies, nos désirs soudains, impulsifs comme ça, viennent parler de quelque chose qui nous dépasse, souvent. Voilà, donc je ne sais pas si ça t'a aidé, mais voilà. Si, ça m'invite à aller creuser plus dans la géographie, en fait, de peu d'informations dont je dispose et à voir un peu ce qui se passait à cette époque-là. En plus, c'était en période de guerre, donc il y a Oui. Okay. On a fait un live sur les secrets de famille et on avait pas mal parlé de ça, de toutes les manières qu'on a d'aller à la rencontre de nos ancêtres. Alors effectivement, la première intention, c'est d'aller directement à la personne ou au clan, mais il y a aussi tout le contexte dont Hélène parle, qui est tellement, comment dire, précieux et qui donne énormément d'infos. Alors, j'ai plus les exemples en tête, mais vous pourrez le retrouver sur le live des secrets où on peut avoir énormément d'informations et on peut comprendre aussi pourquoi les personnes ont agi comme ça, pourquoi certaines décisions ont été prises qui pourraient être complètement folles aujourd'hui et qui à ce moment-là avaient du sens. Mais c'est à remettre dans un contexte. Et c'est un vrai travail de fourmi. Oui. Le live sur les secrets est accessible, alors du coup, Oui, tout à fait. Sur la chaîne YouTube, c'est Stéphanie Lopez et vous avez les secrets de famille. On a parlé de la fratrie avec Hélène aussi. Je les ai loupés. Ouais, de tout ce qui se joue dans la fratrie. Qu'est-ce qu'on a fait, Hélène? L'argent. L'argent et le féminin masculin aussi. Féminin masculin. C'était aussi quelque chose. Hein. Oui. Merci. Mais on vous écrira, on vous le notera. Ouais. Est-ce que quelqu'un... Oui, pardon. Je voulais ajouter, les loyautés, elles peuvent être très bénéfiques aussi. Hein. Il y avait une sage-femme, dans le clan, il y avait énormément de mortalité, de bébés, de fausses couches, des femmes mortes en couche, etc. Elle était sage-femme. Quand elle a découvert pourquoi elle était sage-femme, eh bien, elle a continué sa vocation en ajoutant d'autres pratiques qui complétaient son métier, mais elle n'était plus dans un espèce de c'est plus fort que moi, il faut que je sauve les bébés. Voilà, elle l'a vécu complètement autrement, son métier. Donc voilà, vraiment, on est amené à faire des choses et ça peut nous conditionner, mais ça peut être aussi très nourrissant pour nous. C'est l'essentiel. Il faut toujours regarder, être loyal envers soi et se respecter, en fait. Aujourd'hui, ok, je fais comme le grand-père, par exemple, ou le père ou la mère. Ben ok, si c'est ok pour moi, ben, tout va bien. Hein, il y a vraiment pas de souci pour ça. Donc, on peut être dans une loyauté nourrissante, qui n'a pas forcément besoin de transformation ou de travail, et juste le voir et se dire, voilà, ben moi, ça me convient en fait de continuer dans cette voie-là, de reprendre l'entreprise de mon père, qui était celle de mon grand-père, ou la ferme, ou je ne sais pas, parce que moi, c'est mon choix de vie et j'aime ça.
C'est C'est ça. possible Le aussi. jour où ça commence à peser ou que le matin, on n'arrive plus à se lever parce qu'on est fatigué. Et là, voilà, ça pompe notre énergie. Là, c'est peut-être plus juste pour nous. La notion aussi, est-ce que je me sacrifie? Et qu'est-ce que je sacrifie comme pan de vie? Voilà. Si ça coûte trop, ben c'est plus pour nous. On peut faire un métier qu'on va adorer pendant 20 ans. Et puis à un moment donné, on a bouclé. Donc il y en a qui disent j'ai fait le tour. Mais ça veut dire aussi peut-être que j'ai suffisamment réparé en termes de loyauté dans le clan et que maintenant je vais choisir un métier pour moi seulement. Mm. Hein, donc la notion de sacrifice, elle est hyper importante aussi. Toujours se réajuster un petit peu, s'aligner sur en quoi je peux me sacrifier. Alors, il y en a qui vont aimer se sacrifier. Hein. L'autre jour, j'avais un sapeur-pompier sur le salon où j'étais et il était en face de moi et donc, lui, il me dit, bah, moi, mon père était sapeur-pompier et moi, Et en fait, il donne de son temps, il est sapeur-pompier volontaire, il donne de son temps, il a besoin d'aider les autres. C'est plus fort que lui. Voilà. Et il n'a pas l'impression de sacrifier. Alors, sa famille, pour l'instant, le suit, OK, mais il n'a pas l'impression de sacrifier. Et pourtant, il est tous les week-ends, les nuits, enfin bref, beaucoup, hein, dans cette passion. Du coup, justement, est-ce que ça peut faire Est-ce qu'il y a dans le couple des ricochets de loyauté familiale, des résonances? C'est-à-dire, Oui. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Donc, ça se tisse avec ça. Et oui, il n'y a pas que l'amour qui nous réunit, hein. Mais non, il y a Oh, beaucoup. moi, j'y croyais. Il y a énormément d'échos. Les deux arbres se font complètement miroir. Hein. Et donc, en fait, on peut rencontrer un conjoint justement au moment où on est dans le sacrifice total par rapport au clan. On n'est pas heureux, on ne s'épanouit pas. Et lui, il va nous dire, ah ben alors moi, je suis libérée de tout ça. Et on en a besoin de ça. Parce qu'il va nous apprendre ou elle va nous apprendre comment se libérer de ça. Et vice-versa. Peut-être que lui ou elle est trop dans l'excès inverse de moi et moi, je vais lui apprendre à réajuster, à être un peu en loyauté, mais sans se sacrifier. Voilà. Donc, on peut dire que le couple, il va chercher à équilibrer justement les deux arbres. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? N'hésitez pas à lever la main, hein, sentez-vous libre de poser vos questions par écrit ou par oral. Et du coup, en attendant, moi, j'en ai une. Je me demande justement comment je peux dire ça? Cette résonance dans les arbres par rapport à la loyauté, est-ce que ça peut être aussi une résonance qui serait où les deux chemins de loyauté sont dépassés? Au contraire, les deux sont dedans. C'est-à-dire, on est au même moment de vie et du coup, on se rejoint par résonance. Oui. Parce qu'on est dans la même loyauté. Ouais. Oui, tout à fait. Ça peut être aussi, on a besoin de béquilles pour cheminer et on va cheminer tous les deux. Voilà. Mais bien souvent, on s'aperçoit que un des arbres apporte une solution à l'autre et vice-versa. On s'entraide. C'est vraiment une mutualité de moyens, un couple. D'accord. Dans beaucoup de choses. Alors, Ghislaine a une question. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Bonjour. Oui, c'était toujours par rapport au couple et à la loyauté et aussi le poids des génocides, en fait. Ouais. Donc, j'ai bien tout entendu. On fait le travail pour nous. Les générations futures en profiteront et ils ont leur propre expérience à faire. J'ai mon conjoint qui, lui, on le sait, est porteur d'au moins 1, voire 2 génocides. Et je le vois pas mal dans sa façon de vivre. Les enfants aussi, du coup, c'est assez frustrant étant dans la partie aussi voilà. Est-ce qu'il y a une porte d'entrée plus facile pour tout ce qui est génocide ou pas? Même si ça a l'air énorme et grand et on sent bien que le traumatisme est important, mais justement, les ressentis sont tellement lourds et désagréables, on se pose la question de quelle porte d'entrée, quoi.
Oui, 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 oui. C'est particulièrement compliqué là où il y a extermination, génocide, parce qu'il y a une lourdeur, il y a une pesanteur, et puis ça peut être un attrait à la mort, ça peut être des métiers à risque, des conduites à risque, ça peut être un- un- euh, comme une impossibilité à être heureux. Oui, c'est exactement ça. Une impossibilité à faire des propres choix pour lui. Et oui. Et une capacité de déni et d'enjouement pour la moindre petite chose colorée. Alors, c'est très bien pour moi, ça m'a montré qu'on n'était pas obligé d'être pessimiste dans la vie, et voilà. Ouais. Mais oui, d'avoir une capacité de tout passer sous le tapis, quoi. Le moindre truc, d'avoir cette capacité de fuite et de déni pour pas aller voir le. Ouais. Souvent, il y a beaucoup de secrets dans ce qui a été vécu par les ancêtres, justement. On ne veut pas remuer les histoires à nouveau pour pas faire de peine. Et chez les descendants, il peut y avoir comme si montrer qu'on était en joie, heureux dans notre vie, c'était pas possible parce qu'en fait, on les abandonne à leur triste sort. Donc, il y a peut-être à faire. Moi, je fais souvent écrire des lettres aux ascendants en général. Alors, selon les situations, c'est différent. Et puis, brûler les lettres. Mais sur le plan énergétique, ça fonctionne très, très, très bien. C'est-à-dire que je peux être en colère contre un grand-père qui a été exterminé dans les camps. J'ai le droit, mais je ne vais jamais oser l'exprimer. Et donc, dans la lettre, peut-être que je peux lui dire qu'en fait, son histoire a été tellement lourde dans mon enfance que ça m'a plombée, que ça m'a alourdi. Je sens toute cette histoire derrière moi et que j'ai envie, moi, de vivre ma vie. Et que c'est triste, il s'est incarné à ce moment-là pour vivre ça, mais ce n'est pas mon histoire. Je me détache de cette histoire et je lui envoie de l'amour, mais en même temps, je mets une distance. Voilà, je l'aime, mais je veux vivre ma vie et laisse-moi vivre ma vie. Voilà. Donc on peut écrire, c'est le cœur qui parle là, et bien souvent ça libère énormément. Donc on peut faire ces lettres pour plein de situations, mais dans ce cas-là, ça peut être aussi bénéfique. Parce qu'en fait, on peut les proposer aux enfants à partir de quel âge? En fait, déjà, les enfants, ils peuvent savoir l'histoire. Ce n'est pas forcément qu'à l'école où ils vont apprendre qu'il y a eu des drames dans le monde, mais bien souvent, on s'aperçoit que certains enfants ne savent même pas que ça s'est produit dans leur propre famille. Donc déjà, on peut faire un arbre généalogique pour eux et leur montrer qu'en fait, telle personne a vécu ça, etc. Voilà, sans s'apesantir selon les âges. Très jeune, Dolto, par exemple, Anne Ansin-Schussenberger, elle disait volontiers, on peut tout dire aux enfants à n'importe quel âge. Il suffit d'adapter notre vocabulaire et les anecdotes. Évidemment, on ne va pas tout raconter, etc., l'horreur pour les enfants jeunes. Mais déjà, ils se seront, entraînés, j'allais dire, à écouter une histoire dramatique et ils se seront habitués à leur histoire. Et plus on va, en grandissant, amener d'autres événements, d'autres poids lourds de cette histoire-là, eh bien, ils auront déjà cette habitude-là. Et donc, ça ne va pas les plomber d'un coup. S'ils apprennent le choc à 20 ans, par exemple, ça peut vraiment les oui. C'est ça. Voilà. Le concept de trahison, on m'a pas dit, Exactement. On m'a laissé de côté, on m'a pas fait confiance dans ma capacité d'accepter mes racines. Okay, alors, il faut savoir que ça, c'est des études scientifiques qui ont prouvé que le taux de cortisol chez les victimes des camps de concentration, des génocides, des marches forcées, etc., est moins important que dans leur entourage et leurs descendants, même si leur entourage et leurs descendants ne savent rien de ce qu'ils ont vécu.
C'est-à-dire que nos descendants ont un taux de cortisol plus important, donc c'est un stress. Le taux de cortisol, ça indique un stress très élevé. Et donc, ces descendants de génocide ont un taux de cortisol plus important. Ils stressent beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, un taux de cortisol sécrété régulièrement, quotidiennement, c'est les prémices d'une dépression ou d'un mal-être quand c'est constant. Tout à fait. Ce qui explique, ça n'explique rien, mais ce qui est une piste par rapport à ce que tu disais, Ghislaine, par rapport à l'état dans lequel il peut se sentir par moment. Tu vois? Ouais, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il a pris, comme vous expliquiez tout à l'heure toutes les deux, c'est le pas opposé. Il y a ceux qui vont tomber dans la dépression liée au cortisol et tout ça, et ça on s'entend, et c'est même à rigueur plus entendable. Ou l'inverse, ou ceux qui essayent de résoudre en prenant le pas inverse. Je m'interdis, c'est pas possible, je ne vois pas. Dans le déni. Ouais, voilà. Et je trouve que pas les personnes les plus faciles à réveiller, quoi. Et oui, on est encore dans la dualité là. Oui, c'est ça. On sait très bien que les clowns, c'est ceux qui ont des histoires tristes derrière. Et que les personnes qui rient tout le temps, qui sont toujours dans la facétie, etc., souvent, il y a une tristesse vraiment très, très profonde. Voilà. Donc, il y a aussi, comme vous dites, il est peut-être en rébellion, en rejet de cette histoire. L'idée pour tous, c'est vraiment d'accepter ce qui a été vécu dans le clan. On n'a pas de clan idéal. Il n'y a aucun clan qui est idéal. Il n'y a pas de parents idéaux. Et donc, tant qu'on n'accepte pas d'où l'on vient, et oui, il y a un meurtrier, il y a un violeur, il y a un génocide, ok. Il faut faire la paix le plus possible à notre histoire, et c'est ainsi qu'on ne transmettra pas ou moins à nos enfants. Mais si on est en rejet de notre histoire, d'où l'on vient, ben en fait, on sera toujours dans la confrontation, en fait, dans la résistance. Et là, ça épuise le corps, vraiment. On n'avancera pas. Ok. Alors, Alors, Anne nous pose une question. Donc, je vais te la lire parce qu'elle est un petit peu fournie. Donc, je te la lis pour que tu puisses lui répondre. Bonjour, question sur loyauté, maison, deuil. J'ai perdu mes parents et ma famille. Je vis dans la maison de famille et je ne peux pas m'en séparer. Mais je ne sais pas si cela relève d'une loyauté ou simplement du deuil. La maison me permet de garder un contact avec mes souvenirs, mon passé, et adoucit cette solitude subie après les décès. Alors, comment faire la différence entre cette histoire de deuil et ce principe de loyauté qu'on est en train d'exprimer? Donc là, déjà, c'est tout dans la question. Déjà, se poser la question, est-ce que vous êtes bien dans cette maison? Vous vous ressentez bien? Voilà. Déjà, c'est l'essentiel. Après, quand vous dites je me sens voilà, entourée de souvenirs, d'anecdotes qui reviennent, etc., en fait, là, c'est vraiment, est-ce que j'ai le droit de me séparer, de libérer cette maison? Les souvenirs, ils vont aller où? Les meubles, etc., les fêtes de famille, tous les rituels, etc., liés à cette maison, on va les effacer. Est-ce que je suis la personne qui doit faire le ménage dans cette maison? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est difficile de se séparer d'une maison familiale, mais il y en a qui vont oser le faire, s'approprier l'héritage. En fait, un héritage, il y a toujours une transformation à faire. Est-ce que j'ai le droit de peindre et de repeindre l'armoire qui a été en bois dans la maison depuis des générations? Oui, j'ai le droit. Et il y en a qui vont s'offusquer en disant « Oh, mais tu as tout abîmé, c'est pas possible, la grand-mère, elle t'avait pas donné ça. » Et pourtant, je m'approprie à ma façon mon héritage. Donc, on peut revendre, on peut mettre en location, on peut voilà, tout transformer, abattre les cloisons. Mais c'est un travail de processus de deuil à faire. Et petit à petit, d'un détachement de tout ce qui nous relie. Donc, je dirais que oui, vous êtes en loyauté, en fidélité, comme si vous étiez enfermé. Mais si vous en êtes heureuse
eh bien, ne vous posez pas de soucis. Hmm. Voilà. Hein, c'est vraiment à toujours se réajuster. Il y en a qui vont dire oh, mais c'est horrible, tu vis là, mais c'est pas possible. Moi, je sens leur présence. Puis il y en a d'autres pour qui ça sera hyper bénéfique. Donc, voilà, c'est vraiment dans chaque histoire qu'il faut se remettre. Alors, Anne te remercie. Merci. Et Cécile a une question. Alors, la question de Cécile, Cécile se demande si les maladies mentales d'une descendance, elle pense particulièrement à la bipolarité, peuvent être liées à un ancêtre qui serait décédé par suicide, par pendaison, ou alors s'il y avait eu un gros traumatisme d'inceste qui aurait été tenu secret. Tu vois, quelque chose de... Et de lourd. Voilà. Voilà. Est-ce que ça a une incidence sur Alors, ces maladies-là? voilà, maintenant, dans les hôpitaux psy, ils font très attention à ce qui s'est passé 3, 4, 5 générations au-dessus. Voilà. Alors, c'est pas pour tous les bipolarités, les schizophrènes, les autistes, qu'il y a des secrets lourds, mais souvent, très souvent. Donc, c'est un peu comme si, Dolto disait, ça rentre dans la biologie à partir de la 2e génération, quand on se tait sur le secret. Mais elle, déjà, elle voyait des dysfonctionnements, par exemple, à l'école, etc. Donc, il peut y avoir, alors s'il y a le suicide ou l'inceste, ou je ne sais plus, hein, qui a été abordé dans la question, ben, peut-être qu'il y a déjà des suspicions de ces secrets-là. Donc, la bipolarité, ça permet justement d'entrer dans un autre monde, de vivre autrement, d'être partagé, hein, d'être, voilà, un coup on est comme ça, un coup on est comme ça, autrement. Peut-être pour empêcher de trop réfléchir. Et puis, c'est vrai que quand il y a un secret qui est pesant de génération en génération, ça coupe la réflexion. On se pose moins de questions, on va accepter des réponses à nos questions qui sont un peu loufoques, mais voilà, ça nous empêche de rentrer dans une réflexion cohérente. Voilà. Donc, il se peut. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Il y a des familles de suicide, il y a des familles d'inceste, où ça se répète, hein, vraiment, comme il y a des familles de notaires, comme il y a des familles de gens heureux, hein, aussi. Hein, mais voilà, ça peut se répéter et entrer dans la biologie à ce moment-là. Ouais. Alors, il y a encore de la place pour une ou deux questions ou un témoignage peut-être aussi. Ah ben, on a Christine qui s'exprime. Elle dit que depuis qu'elle travaille sur son arbre, elle voit beaucoup d'obstacles et que c'est compliqué pour elle, que du coup, elle ne va pas très bien parce que ça lui fait un peu peur. Et elle se demande si elle doit continuer à travailler son arbre ou si justement, il faut peut-être arrêter de remuer les choses et revenir à quelque chose de plus tranquille. Voilà, tu vois, elle illustre en disant que là, son ordinateur, par exemple, s'est éteint d'un seul coup, j'imagine, pendant notre Zoom. Ouais. Voilà. Alors moi, je dis toujours, le clin, il résiste. L'arbre, il résiste. Il veut pas trop qu'on aille gratter, voilà, qu'on aille trop dévoiler les choses, comme si les ancêtres avaient peur d'être jugés. Donc, il peut y avoir la voiture qui démarre pas le matin juste avant la consultation. Il peut y avoir, enfin, moi, j'ai vu des choses très, très étonnantes, hein, très étonnantes. Donc, peut-être que c'est pas le moment pour Christine, peut-être, mais aussi, en quoi, qu'est-ce qui pourrait être dérangeant pour les ancêtres? Qu'est-ce que je pourrais découvrir? Et si moi, j'ai très peur, ben, je vais provoquer l'ordinateur qui va flancher. Hein, on envoie des ondes aussi, hein, c'est pas qu'une machine, hein. Ça réagit aussi à nos vibrations. Et les jours, par exemple, où on est très énervé, eh bien, vous voyez que le portable, il pète un câble lui aussi, l'ordinateur, la voiture, etc. Donc, on est connecté aussi à ces machines-là. Donc, ça veut dire, est-ce que vous-même, vous avez peur peut-être de trouver des choses? Voilà. Bien sûr, Christine. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Ouais, je ne peux pas mettre la vidéo parce qu'en fait, j'ai un peu bousillé ma caméra. Non, mais tout va bien, on vous entend. Moi, en fait, je ne suis pas partie avec la peur, au contraire, puisque lors d'une constellation, il y a un secret de famille qui est sorti, mais le lendemain, ça n'a pas traîné.
qui me concernait, quelque chose dont je ne pouvais pas me souvenir puisque c'était un inceste entre 0 et 2 ans. Que je pressentais, mais j'avais aucune idée de qui et encore moins sur moi. Je me disais, ouais, c'est peut-être la lignée de femmes, il y a eu des viols et moi je porte ça en fait. Voilà, j'avais un peu. Et en fait, non, j'étais concernée, sauf qu'effectivement, je ne pouvais pas m'en souvenir. À partir de là, je me suis un peu intéressée à la psychogénéalogie. En plus, bon, voilà, je suis thérapeute aussi, donc ça m'intéresse d'autant plus. Et en fait, effectivement, depuis que j'ai démarré ma formation en psychogénéalogie et constellation, je vois que je ne vais pas bien. Vraiment, vraiment, je ne vais pas bien. Et je suis toujours, cette espèce d'ancrage et d'apaisement qui était bien. Là, je vois que je suis sur un fil tout le temps. Et tout ce que j'entreprends, c'est compliqué, ça capote. Alors que bon, je suis plutôt quelqu'un de proactif, il ne me suis pas trop posé de questions jusque-là. Enfin, je vois bien qu'il y a un petit peu un avant et un après. Et là, je viens de traverser une période où, dans mes patients, j'ai eu quelque chose de complètement dingue. C'est-à-dire une maman qui, j'accompagne les enfants en TDAH, une maman qui a endormi son enfant, qui l'a poignardé et qui a mis fin à ses jours après. Elle s'est loupée, elle s'est récupérée, au moment des obsèques de son fils, elle s'est de nouveau suicidée. Et en fait, ça, j'ai la persuasion qu'il y a quelque chose qui rattrape mon histoire. Parce qu'en fait, oui, personnellement et professionnellement, j'ai été, on est dans la sidération pour un truc comme ça. Moi, j'accompagnais le petit. Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Mais par contre, j'ai fait le rapprochement il n'y a pas très longtemps qu'effectivement, il y avait quelque chose qui avait résonné dans le concept de se faire endormir et de se faire poignarder. Voilà. Ah oui. Oui. Voilà. Et là, je suis un peu perdue, en fait, parce que je me dis, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Parce que bon, c'est gonflant à la fin. J'aimerais bien récupérer mes billes, si c'est possible. Bien sûr. Alors, c'est vrai que la psychogénéalogie, ça peut ne pas convenir à tout le monde, hein, en fait. Hein, voilà, ça peut-être que pour l'instant, c'est peut-être trop violent pour vous avec ce que vous avez déjà découvert. Ça serait intéressant aussi de voir l'âge que vous avez, comment vos parents à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, regardez dans l'arbre comment cet âge-là résonne. Parce qu'aujourd'hui, vous découvrez un secret de famille, c'est pas par hasard. Hein, c'est la saison, c'est l'âge, c'est la date qui va parler. Je la découvre, je sais pas moi, en décembre. Bon, en décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le mois de décembre est important pour moi, vu ça a cette été fait, par exemple. Hein. Ça a été fait, Hélène. Ouais, ça a été fait. Ça a été fait puisque donc, en fait, mais si vous rencontrez quelque chose d'aussi violent dans votre pratique, peut-être qu'il y a quelque chose d'aussi violent dans votre clan que vous n'avez encore pas découvert. Souvent, il n'y a pas qu'un secret dans un clan. Hein. Il y en a souvent, on tire la pelote et puis il y en a plein d'autres derrière. Donc, voilà. Hein. Qu'est-ce que cette violence, le poignard dans le dos, voilà, qu'est-ce que ça, ces mots-là comme ça, voilà, essayez de chercher autour de ça. Mais c'est vrai qu'un travail en transgénérationnel peut vraiment déboussoler complètement pendant quelques mois. Voilà, hein, vraiment, vraiment. Moi, j'ai fait une formation, là, il y a maintenant presque 20 ans, qui durait 2 ans, et c'est vrai que, oui, c'est une grosse période charnière de ma vie où il y a plein de choses qui changent, et puis on est mal pendant quelque temps, hein, c'est sûr. Oui. Ouais. D'accord. Là, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, écoutez, merci. Merci. Et puis, ça passe aussi par le corps, par l'inconscient. Il y a peut-être un travail peut-être psychocorporel à aller chercher. Voilà, on peut compléter par d'autres pratiques. Ouais, peut-être. La kinésiologie aussi peut aussi aider. Ça peut être un peu plus soft. Voilà, il faut faire des pauses dans ce travail-là. Moi, j'étais un petit peu partie, et c'est peut-être que vous en avez parlé, mais comme du coup, j'étais un peu partie sur une recherche. Bon, la constellation, c'est une chose et c'est très puissant, certes.
Ouais. J'étais partie un peu sur soit des lectures akashiques, soit des liens karmiques, parce que là, il y a quelque chose, je sens que ça se situe pas forcément dans Ouais. mon arbre, en fait. C'est peut-être ça que je ressens. Dans une vie Très compliqué de antérieure. chercher. Ouais. Et là, j'ai Ouais. pas de référence. Voilà, si toutefois vous en avez, je suis preneuse. Ok. Lecture akashique, moi non, mais peut-être. Alors, dans le groupe, si vous avez Concerne des les liens références, karmiques, n'hésitez pas, hein. Ouais. Ouais. Je connaissais une personne, mais pour l'instant, elle a mis en stand-by son activité. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient comme ça. Après, il y a aussi, alors moi, je ne la pratique pas, moi, je fais de l'hypnose ericksonienne, mais il y a aussi les hypnoses régressives qui Oui. peuvent vous accompagner aussi là-dedans. Je n'ai Oui. pas une personne en particulier à vous proposer, mais c'est complètement l'essence de cette pratique-là, c'est d'aller chercher ces choses-là. Tout à Après, fait. est-ce que pour l'instant, ça ne mérite pas d'être infusé et de prendre soin de Oui. tout ce qui se passe plutôt que d'aller encore chercher l'origine, vous voyez? Je sais pas, là pour l'instant j'ai l'impression d'être sur l'autoroute et que si je m'arrête, je vais prendre les voitures dans le dos. Et donc, Ouais. là j'ai l'impression d'être lancée dans un truc et j'arrive pas à faire marche arrière et Non, avancer. parce que peut-être qu'il faut décélérer là juste un petit peu Oui, et tout à fait. infuser Oui. ce qui se passe. C'est parce que c'est quand même une sacrée Oui. histoire là, hein. Donc, Oui. mm, Oui. mm. Oui. Merci. Alors, on arrive au terme de notre moment ensemble. Donc, on tient à finir à l'heure parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des... Enfin, voilà, c'est normal. Donc, on vous remercie pour ce sujet et ces échanges passionnants. On vous retrouve, si vous le souhaitez, le 2 juin, même jour, même heure, un jeudi à 12h30. Et là, on va aborder avec Hélène la thématique du deuil dans le clan, sous toutes ses formes. Donc, on est à peu près tous impactés aussi par ce sujet-là dans nos familles. Donc, si le sujet vous intéresse, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Et puis, pour celles et ceux qui ont envie de creuser un petit peu plus encore leur histoire personnelle, le 11 juin, on propose avec Hélène à Montpellier une journée, c'est un samedi, en petit groupe, où on va travailler votre arbre. Hélène va travailler l'arbre avec vous. Et moi, je vais venir en soutien de ce qui sort de l'arbre avec la pratique de l'hypnose pour pouvoir aller chercher aussi dans l'inconscient ce qui s'est logé par rapport à l'histoire familiale et faire des liens là aussi. Donc voilà, il y a encore plein de manières de creuser tout ça. Oui. En tout cas, on vous remercie. Hélène, le mot de la fin peut-être? Alors, on est tous des bons garçons et des bonnes filles, mais il faut faire attention de ne pas se laisser piéger par ce clan qui nous aime beaucoup, mais qui peut nous faire nous oublier et nous sacrifier. Donc voilà, respectons-nous, nous aussi, et puis chacun va retrouver sa place et tout sera juste. Voilà. Super. Merci Hélène. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci. Une belle fin de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.